Bon, il m'était dû de commencer par un exposé sur la philosophie marxiste, ce qu'on appelle le matérialisme dialectique. Alors, ne vous effrayez pas si vous trouvez que bien que l'expression est déjà rébarbative, mais bon, il est tout à fait essentiel de connaître le matérialisme dialectique, au moins dans les grandes lignes, et puis surtout de savoir l'utiliser, parce que c'est un outil, c'est une arme théorique et idéologique extrêmement importante pour se débrouiller, pour y voir clair, pour s'orienter dans les combats politiques, sociaux, peut-être même aussi dans des combats qui relèvent plutôt du culturel, comme la science, ou comme la création artistique. Le matérialisme dialectique, c'est quelque chose d'extrêmement précieux de ce point de vue-là. Alors, je suis en train, les camarades sont en train de faire passer une feuille qui comporte un certain nombre de citations. Ça m'évitera comme ça de les écrire au tableau blanc. Et donc, vous les aurez sous les yeux, et du coup, vous pourrez ensuite, effectivement, peut-être les commenter pour vous-même ou les retrouver. La première des choses donc, que je voudrais dire ici, c'est qu'il ne faudra pas s'étonner si mon exposé est un petit peu dogmatique, il peut l'être autrement, pour la simple raison que je n'ai que 3/4 d'heure. Donc, à partir de là, évidemment, je ne peux pas vous faire une déduction en bonne et due forme du matérialisme dialectique. Georges Colitzer lui-même, quand il donnait ses cours à l'université populaire, en 1935-36, disposait quand même d'une série de séances de 3 ou 4 heures. Il y en avait 15 ou 16 pour présenter le matérialisme dialectique. Donc, moi, je suis obligé de faire une espèce de condensé un peu barbare, un peu sauvage. Et donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Cela dit, dans la discussion, si vous avez des objections, elles sont les bienvenues, évidemment. Alors, la première des choses à avoir en tête, c'est de comprendre d'abord ce que c'est que la philosophie, parce que peut-être ici, tout le monde n'est pas passé par la classe terminale de philo du lycée français, qui d'ailleurs est fort menacée, comme vous le savez, puisque dans la réforme Blanquer qui se met en place, la série L disparaît, et que, contrairement à ce qui se dit partout, la philosophie est aussi maltraitée que toutes les autres disciplines. Mais il y a aussi des camarades ici, peut-être de formation ouvrière, etc., qui ne sont pas passés dans cette classe, donc pour qui le mot philosophie est un peu étrange, hein, ou en tout cas méconnu. Et donc, je rappelle une chose très simple, c'est que la philosophie est née pour l'essentiel en Grèce, en tout cas c'est dans la tradition locale européenne que nous pouvons nous situer ici. Le mot grec philosophie signifie amour de la science. On dit toujours amour de la sagesse, mais Sophia, chez les Grecs, c'était d'abord la science. Et donc, effectivement, c'est Pythagore qui aurait créé ce mot pour désigner non pas, bon, le fait, on le disait sage, hein, on le disait savant, ou sophos. Sophos, ça veut dire sage ou savant en grec. Et lui, par modestie, il disait non, je suis seulement ami de la sagesse, philo, j'aime, je suis l'ami, sophos, ami de la sagesse, plus modeste, en quelque sorte. Et donc, il faut ici se référer à cette tradition pour une raison assez simple, c'est que, si vous voulez, c'est la Grèce, notre mère à tous. Ce n'est pas pour rien que l'Europe actuelle saccage la Grèce, la plonge dans l'esclavage pour dette, en quelque sorte, alors que précisément tout le miracle grec, comme on dit quelquefois, est sorti de la lutte des plébéiens et des paysans grecs contre l'esclavage pour dette. La démocratie athénienne en particulier, démos, le peuple, kratia, le pouvoir du peuple, est sorti de cette lutte contre l'esclavage pour dette. Et dans la foulée de cette lutte et de la libération des cités grecques qui se sont battues contre la domination des aristocrates, contre la domination des propriétaires fonciers, eh bien, a émergé cette philosophie qui se distinguait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois, c'est très important, cela environ 2550 ans avant nous, au VIe siècle avant Jésus-Christ, hein, pour l'essentiel, avec des grands noms comme Thalès, que vous connaissez à cause du théorème de Thalès, Pythagore, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard, la philosophie est née strictement en même temps que les mathématiques et que la science, et pour la simple raison que la plupart du temps, c'était les mêmes personnes qui ont fait naître les deux, en quelque sorte.
Et c'est très important, effectivement, j'ai une grande révérence personnellement pour Thalès. Je trouve scandaleux que d'ailleurs une firme d'armement ait récupéré son nom, comme une firme de bâtiment a récupéré le nom de Léonard de Vinci, et tout à l'avenant, ou une marque de voiture pour Picasso. Mais donc, j'ai une grande révérence pour Thalès. Thalès, c'est véritablement l'inventeur des mathématiques scientifiques. Non pas qu'on n'ait jamais fait de maths avant, mais évidemment que les gens savaient combien ils avaient de pieds et de mains avant Thalès, mais c'est le premier qui ait véritablement eu le souci de démontrer ce qu'il disait, pas simplement d'avoir des recettes pour calculer l'aire d'un rectangle ou le périmètre d'un triangle, hein, mais pour de véritablement fonder en raison ce qu'il disait. Tout ça allait de pair avec l'émergence de la cité grecque. La cité grecque qui, pour la première fois, effectivement, donc a inventé, vous voyez, cité, ça a donné citoyen, qui a inventé en quelque sorte ce principe, à savoir que l'on débat sur la place publique. Donc, effectivement, la cité grecque, effectivement, qui permettait aux citoyens, alors évidemment, il ne faut pas se leurrer, les esclaves avaient été exclus et les femmes. Bon, mais nous devons raisonner historiquement et situer les choses dans leur temps. Donc de se retrouver sur l'agora, c'est-à-dire sur la place centrale d'Athènes ou de Thèbes ou de Milet, etc., et de débattre des questions politiques. Et de voter à la fin, pour savoir ce qu'on décide. Bon, évidemment, du même coup, ça a développé l'argumentation rationnelle. Ça a développé la capacité de prouver ce qu'on dit. Auparavant, ce n'était pas ça qui dominait. Auparavant, c'était le pouvoir des oligarques, des aristocrates, et ainsi de suite. Et il était appuyé, comme très fréquemment, sur la religion, sur le mythe, sur des récits mythiques, sur les récits d'Homère en particulier dans l'Iliade et l'Odyssée par exemple, qui ont leur mérite aussi, je ne dénigre rien. Mais donc il y a eu l'émergence ici d'une nouvelle manière de se rapporter non seulement à la cité mais à la vérité. N'est pas vrai ce que l'élite du pays a décrété être vrai, ou ce qui a été révélé par la Pythie à Delphes dans le cadre de récits sacrés, est vrai ce que l'on peut prouver en se tournant vers la réalité, en l'observant et en raisonnant sur elle. Vous voyez, donc ça c'est une révolution qui est à l'origine lointaine de ce que par la suite on a appelé les Lumières. Et donc réfléchissez bien à l'ampleur de la contre-révolution idéologique que nous vivons, qui non seulement, il y a quelques années, 25 ans, a détruit l'Union soviétique et la révolution d'octobre, mais dans la foulée s'en prend à la Révolution française et aux Lumières qui lui ont donné naissance, à Rousseau, à Robespierre, aux grands jacobins, mais aussi, et ça on oublie tout le temps de le dire, beaucoup plus en amont, à la Grèce, hein, et à l'invention grecque des Lumières, en quelque sorte. C'est un grave danger que fait peser sur l'humanité, et d'une façon générale sur la civilisation, ce sont des termes qu'il faudrait évidemment un peu discuter, cette contre-révolution idéologique majeure. Il ne faut jamais perdre de vue la phrase de Lénine qui dit « l'impérialisme, c'est la réaction sur toute la ligne ». Et pas seulement sur la ligne sociale, sur la ligne économique, etc., mais aussi sur la ligne culturelle, sur la pensée, sur la manière de penser, sur la raison. Vous voyez, ce qui émerge avec Thalès, ce qui émerge avec Pythagore et avec tous ces grands scientifiques et philosophes de l'Antiquité, c'est effectivement cette idée qu'il faut guider sa vie par la raison, il faut guider sa pensée et sa vie par la raison. C'est comme ça que je résumerai l'ambition philosophique. Penser et agir rationnellement. Et du même coup, penser et agir d'une façon tendanciellement démocratique, puisque nous avons tous la raison, le bon sens. Nous pouvons à partir de là échanger, et nous pouvons à partir de là effectivement construire ensemble. Alors que si c'est une inspiration du ciel qui nous visite, comme les prophètes de la Bible ou ceux de l'islam ou je ne sais trop quoi, effectivement il faut suivre la personne inspirée et croire et non pas raisonner, critiquer, prouver. Donc vous voyez, donc le point de départ, il faut avoir ça un petit peu en tête. Alors, dans la foulée, pour ne pas être trop long, j'insisterai sur un philosophe de l'Antiquité dont je crois que des marxistes, des jeunes marxistes doivent tous connaître le nom. Alors, vous l'avez dans la citation numéro 1, c'est Héraclite d'Éphèse. Éphèse, c'est sa ville, c'est pas son nom de famille, il n'y avait pas de nom de famille chez les Grecs. Et il n'y a que Bernard-Henri Lévy qui soit assez ignare pour avoir déclaré une fois que
Denis d'Halicarnasse, un philosophe de l'Antiquité, avait déclaré ceci et cela. Halicarnasse avait tort, car c'est comme s'il avait dit, je sais pas moi, Léon de Bagneux, et bien Bagneux avait tort, parce que... Enfin bref, on a ce genre de personnage qui règne sur la philosophie française maintenant depuis 40 ans avec l'aide éhontée des médias. Alors cela étant, effectivement, la citation d'Héraclite est très importante parce qu'elle va vous montrer que le matérialisme dialectique n'est pas une invention de Marx ni d'Engels. Marx et Engels, on va le voir, lui ont donné une forme rationnelle et scientifique, lui ont donné une forme conséquente, cohérente, et ainsi de suite. Mais c'est une tendance fondamentale qui naît pratiquement avec la philosophie, qui est née en même temps que la philosophie, qui est peut-être même la plus ancienne de la philosophie, qui doit revendiquer en quelque sorte cette ancienneté. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, si vous voulez, le projet philosophique, c'est d'expliquer les choses rationnellement et donc naturellement. Et donc de ne pas aller chercher pour expliquer les phénomènes, par exemple la pluie, la foudre, les choses de ce genre, la volonté des dieux. Vous voyez, donc il faut ici se rabattre plutôt sur des causes naturelles. Au démarrage, d'ailleurs, Thalès et l'école qu'il avait fondée, on l'appelait l'école des physiciens. L'école des physiciens, c'est-à-dire de ceux qui étudient, en grec physis, le mot physis veut dire tout simplement la nature. Donc les naturalistes, les matérialistes, si on remplace nature par matière, ce que je veux dire par là, c'est que le projet philosophique et le projet matérialiste sont intimement liés dès le début. Quand on vous enseigne à l'école, je me tourne vers les jeunes étudiants, en philo en particulier, que la philo est née avec Socrate ou Platon, c'est pas un hasard, c'est un détournement de naissance. Parce qu'on voudrait mettre à la naissance de la philosophie les fondateurs d'une école idéaliste. Platon est un immense philosophe, et je ne veux pas le dénigrer, mais ce n'est pas les idéalistes qui ont fondé la philosophie. Thalès n'était pas idéaliste. Thalès expliquait que, par exemple, eh bien, s'il pleut, c'est parce que tout simplement l'océan a été chauffé par le soleil, qu'il y a eu donc une évaporation de l'eau, que l'eau parvenue à une certaine hauteur s'est réfrigérée et qu'à partir de là elle s'est condensée comme sur une casserole quand vous avez arrêté de faire bouillir l'eau, et qu'à partir de là, eh bien, l'eau qui est plus lourde que l'air finit par tomber. Voilà, ça s'appelle le cycle de l'eau. Et à partir de là, déjà, il y avait une vision matérialiste des choses. Ce n'est pas Zeus qui décide de punir les gens en envoyant la foudre. Vous voyez? C'est très important. Aujourd'hui, on est en train de reculer sur ces questions-là de façon massive. Alors, Héraclite va plus loin encore. Héraclite, il dit des phrases un peu étranges parce que la première façon de s'exprimer de la philosophie a été la poésie. Et forcément, dans les conditions, si vous voulez, du moment, la philosophie n'est pas née toute armée avec des traités de philosophie de 700 pages et des systèmes. Elle s'est exprimée dans le vocabulaire de l'époque, avec les méthodes du temps. Et même, quelque part, on dirait presque que ces premiers philosophes sont eux-mêmes des mages, des mythologues. Ils parlent comme les mythologues qu'ils critiquent. Parce que c'est le langage de l'époque et que, bon, personne n'est né adulte. On est enfant, si vous voulez. Donc, dans cette enfance de la philosophie, effectivement, le langage est poétique. Et voilà donc ce que dit Héraclite. Ce monde-ci, donc il parle de la nature dans son ensemble, ce monde-ci, le même pour tous, nul homme et nul Dieu ne l'a créé, mais il demeure un feu éternellement vivant, qui s'allume avec mesure et qui s'éteint avec mesure. La terre devient feu, le feu devient air, l'air devient mer, la mer devient vent tourbillonnant. Vous voyez, c'est poétique, on se dit au départ que ça veut rien dire, bon, vous allez voir que ça veut dire quelque chose. Et la phrase hyper célèbre d'Héraclite, qu'on ne complète jamais par sa chute, nous ne descendons jamais deux fois dans le même fleuve. On dit souvent nous ne baignons jamais deux fois dans le même fleuve, mais le grec dit nous ne descendons jamais deux fois dans le même fleuve. Nous sommes et ne sommes pas. Vous voyez? Bon, alors je vous explique ça en détail, mais si vous comprenez cette formulation d'Héraclite, vous comprenez les thèses principales du matérialisme dialectique. D'abord, ce monde-ci, celui qu'on montre du doigt, autrement dit le monde sensible. Quand je dis ceci, je montre du doigt. Et donc, c'est comme quand je dis voici, voyez ici. Donc je montre ce qui est devant moi. C'est le monde sensible, c'est le monde qu'on voit. Il n'y a pas un au-delà, un autre monde. Il y a le monde que tout le monde peut effectivement appréhender par l'intermédiaire de la vue, de l'ouïe
du toucher, etc. Bref, des sens, le sensible. Vous y êtes? Eh bien, ce monde sensible, le même pour tous, très, très important. L'idéalisme contemporain nous dirait que chacun voit le monde à sa façon, etc. Peut-être que chacun voit le monde à sa façon, mais n'empêche que si vous voulez, eh bien, quand vous voyez ceci posé sur la table, il y est. Et s'il n'y était pas, vous ne le verriez pas. Et donc ça s'appelle la réalité. Vous voyez? La réalité qui est notre juge à tous, qui permet de départager celui qui dit vrai de celui qui raconte des cracks, en quelque sorte, quelque part. Et donc, effectivement, thèse très importante, si vous voulez, la réalité existe indépendamment de l'idée que nous en avons. La nuit, je peux très bien rêver que je suis en train de voler en faisant cuit-cuit, si vous voulez, et il n'empêche que quand je me réveille le matin, je m'aperçois que je suis comme un con dans mon lit et que je ne suis pas capable de voler, si vous voulez. Et donc je reviens, comme on dit, sur Terre. Je reviens à la réalité. Quand nous rêvons, nous avons tous un monde séparé, mais quand nous travaillons, quand nous marchons, quand nous vivons dans l'état de veille, eh bien c'est le même monde pour tout le monde. Hein, pour tout le monde, justement, quelque part. Donc thèse très, très importante du point de vue, disons, de la pensée et de la connaissance. Nous pouvons connaître une réalité parce qu'elle existe. Si elle n'existait pas, il n'y aurait pas de connaissance possible. Il y aurait que des divagations, il y aurait que des hallucinations, il n'y aurait que des rêves, en quelque sorte. Vous voyez? Alors je continue. Nul homme et nul Dieu ne l'a créé. Plus exactement, le grec dit « epoiesen ne l'a fait ». Ne l'a fait, mais avec une nuance, donc, je veux dire, bon, voilà. Nous ne sommes pas dans les conceptions religieuses où un esprit tout-puissant arrive et dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez? Comme dans la Bible, vous savez que c'est la première phrase de la Bible. Hein? L'esprit d'Élohim flottait sur les eaux, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est très beau, certes, et c'est magique. Vous voyez que c'est une conception magique des choses. C'est, je prends la casquette, je dis abracadabra, et hop, il y a un petit lapin qui sort, sauf que bon, il n'y a pas de lapin qui sort, sauf si on l'a mis avant. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la pensée magique. Elle est liée donc aux conceptions mythiques du monde, mythologiques du monde. Si vous voulez, si j'avais plus de temps, je développerais les mérites du mythe, de la mythologie et même de la magie, parce que chaque chose, en son temps, a eu son utilité, si vous voulez. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, revenir à l'esprit magique ou à l'esprit mythologique serait une énorme régression. Donc, le monde n'est pas né de la pensée, si vous voulez. Thèse matérialiste très importante. L'idéalisme, notez-le bien, ça c'est important, l'idéalisme philosophique, consiste à dire que l'origine des choses est purement mentale, purement intellectuelle. Hein? Je pense, non pas donc je suis, mais donc le monde apparaît. Hein? Évidemment, c'est une thèse, quand vous y réfléchissez bien, qui est extravagante. Parce qu'elle accorde à la pensée un pouvoir qu'évidemment elle n'a pas. Il ne suffit pas de penser très fort que quelque chose existe pour le faire apparaître, ou qu'il n'existe pas pour le faire disparaître. Je ne dirais même pas que ça serait trop beau, ça serait effrayant. Bon, imaginez un petit peu peut-être que je n'existerai plus dans la seconde qui suit parce que mon ennemi personnel aurait voulu me faire disparaître. Alors, donc, il n'y a pas de création du monde. Il y a quoi alors à la place? Eh bien, forcément, donc le monde, il faut le concevoir, comme il était ensuite. Il demeure un feu éternellement vivant qui s'allume avec mesure et s'éteint avec mesure. Alors, un feu. Si vous voulez, les lecteurs d'Héraclite en Antiquité ont tout pris au pied de la lettre. Ils ont cru que, bon, voilà, Thalès, lui, il préférait l'eau, hein, le cycle de l'eau dont je vous ai parlé. Et là, donc, eh bien, Héraclite, lui, il est plutôt solaire et il préfère le feu. Non, le feu, c'est ici la métaphore de la matière. Vous voyez? La matière qui est présente dans toutes les choses et qui ne cesse de circuler de l'une à l'autre, sous des formes différentes, comme le feu, qui ne peut jamais être capté, si vous voulez. C'est très difficile de peindre ou de dessiner un feu, hein, puisque le propre du feu, c'est pour ça qu'ils choisissent cela, c'est qu'il change sans cesse de forme. Et c'est en changeant sans arrêt de forme, précisément, qu'il est éternel. Le mot éternellement, vivant, c'est cela que ça signifie. Vous pouvez avoir du feu de telle et telle façon, plus chaud, plus froid selon les moments, etc. Mais, bon, en fait, si vous voulez, ce feu, il ne s'éteint pas. Aujourd'hui, si vous voulez, nous ne dirions pas le feu, nous dirions l'énergie. L'énergie, eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle peut changer de forme,
Elle peut même se dégrader qualitativement, etc. Mais elle ne change pas de quantité. Elle garde sa quantité. Principe de la conservation de la matière, principe de la conservation de l'énergie, si vous voulez. Qui s'allume avec mesure et s'éteint avec mesure. Le mot important, c'est évidemment s'allumer, s'éteindre. S'allumer, c'est l'être. S'éteindre, c'est le néant. Mais cette espèce de clignotement permanent de la matière, si vous voulez, n'est autre que la vie, n'est autre que le mouvement. Si vous voulez, chaque chose, à tout instant, finit pour qu'une autre commence. Vous voyez, le temps lui-même n'est bien d'autre que cette espèce de clignotement permanent de l'être et du néant. Donc, l'être, c'est l'existence, le néant, c'est sa disparition, mais remarquez bien qu'en fait, le néant complet ne gagne jamais, puisque c'est simplement un changement de forme. Quand notre corps disparaîtra lorsque nous serons morts, effectivement, eh bien, il réapparaîtra sous d'autres formes, parce que les atomes qui le composent seront toujours là et serviront à fabriquer autre chose. Pensez que, quel que soit votre âge ici, tout jeune ou tout vieux, vos atomes ont le même âge. Vous comprenez ceci? Bon, donc, effectivement, la matière est ici quelque chose d'éternel qui, sans cesse, change de forme. Le mot mesure est important aussi. Le mot mesure est important parce qu'il introduit la nuance de raison. Si on disait, ben, tout change, voilà, souvent on lit Héraclite superficiellement, et on dit, Héraclite nous dit que tout change, que tout se modifie, etc. Bon, la belle découverte. Si c'était que ça n'est pas loin. Tout le monde le voit. Hein. Le vrai apport, c'est de dire que tout change avec mesure, compter au sens mathématique du terme. Et donc, du coup, Héraclite se lâche, et ensuite il dit, la terre devient feu, le feu devient air, l'air devient mer, la mer devient vent, tourbillonnement. Bref, on retrouve le cycle de la nature dont parlait Thalès, sauf qu'ici, vous le voyez bien, si vous regardez, il introduit ce qu'on appelle les 4 éléments. Voilà, l'air, la terre, le feu et l'eau. En faisant remarquer que, finalement, contrairement à ce qu'on pouvait croire, ces 4 éléments n'en font qu'un. Voilà, n'en font qu'un. C'est le feu. C'est l'énergie qui permet de passer sans arrêt de l'un à l'autre, effectivement, puisque, en réalité, regardez, ça va fort loin, puisqu'on a pu démontrer aujourd'hui qu'effectivement, on pouvait passer d'un élément à l'autre, et que tout dans la nature renvoyait, au fond, aux mêmes atomes et aux mêmes principes qui permettent de construire toutes les molécules de l'univers. Et que l'eau, l'air, le feu, etc., sont construits avec les mêmes briques et les mêmes lois, celles qu'étudie la physique. Est-ce que vous comprenez donc jusque-là? Bon, vous voyez, donc, c'est une pensée puissamment anticipatrice, d'autant que nous sommes, je le répète, au VIe siècle avant Jésus-Christ, environ à 550 avant Jésus-Christ. Inutile de vous dire que personne n'a rien compris à tout ça. C'était formidablement anticipateur, et que Héraclite a été surnommé l'obscur. Héraclite l'obscur, on n'y comprend rien, etc. etc. Bon. Parce qu'il ne suffit pas de trouver les idées géniales. Il faut qu'elles soient comprises, sinon elles n'ont pas d'impact. Vous voyez? Et il termine par quelque chose d'encore plus fort. Alors nous ne descendons jamais 2 fois dans le même fleuve, parce qu'évidemment, si vous vous baignez dans le Rhône le lundi et que vous y retournez le mardi, vous avez d'abord l'impression que c'est le même fleuve, puisque c'est toujours le Rhône, n'est-ce pas? Mais en réalité, il n'y a pas une seule goutte d'eau qui soit la même que la veille. Et vous-même, vous n'êtes pas le même que la veille, puisque votre corps, entre-temps, lui aussi, qui est un flux, qui est un fleuve, a changé, vous avez mangé, vous avez digéré, vous avez fait un certain nombre de choses qui suivent la digestion, et donc il y en a autant qui est sorti que ce qui est entré. Vous voyez ceci? Votre feu personnel s'est allumé avec mesure et s'est éteint avec mesure. Vous voyez, vous comprenez donc un petit peu cet ensemble? Et donc ce mot flagrant, qui va nous amener au point le plus difficile du matérialisme dialectique, nous sommes et ne sommes pas. Nous sommes et ne sommes pas. Sommes, ça vient de quel verbe? Être. Bon, eh bien, est-ce que Héraclite nous dit to be or not to be? Qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Un peu d'anglais. Voilà, il nous dit être et ne pas être. Voilà, très bien. Être et ne pas être. Voilà, nous sommes et ne sommes pas. To be and, si l'on peut dire not to be, c'est-à-dire en fait que les 2 termes sont sans cesse attachés l'un à l'autre. L'être n'existe pas tout seul puisqu'il change. Et en changeant, il passe à autre chose que lui. Que voulez-vous qu'il y ait d'autre que lui? Que peut-il y avoir d'autre que l'être?
si vous voulez, que peut-il y avoir d'autre que le blanc? Ce qui n'est pas blanc, le non blanc. Que peut-il y avoir d'autre que l'être? Ce qui n'est pas être. Donc, le non-être. Voilà. Eh bien, bon, nous naissons, nous nous développons, et nous mourrons. Voilà. Et donc, sans arrêt, l'être et le non-être sont attachés l'un à l'autre, c'est le cycle même de l'existence. Dans un mot que la langue française connaît tout autant que les autres, c'est le mot devenir. Devenir, ce n'est pas être seulement, puisque bon, ce qu'on était, on ne l'est plus. Vous voyez bien qu'on a introduit la négation. Ce qu'on n'était pas, on le devient. Donc, on est passé de l'être au néant, puis du néant à l'être, et ainsi de suite. C'est ce jeu permanent qu'on appelle le devenir. Et quand on met ensemble deux contraires, ça s'appelle comment? Si on dit qu'une chose est à la fois blanche et non blanche, être et non être, ça s'appelle une contradiction. Voilà le terme fondamental du matérialisme dialectique. Étudier les contradictions dans le devenir des choses. Prendre les choses par leurs contradictions. Alors bon, voilà le point de départ, si vous voulez, et je prétends donc que le matérialisme dialectique est une tendance fondamentale de la philosophie qu'on trouve chez tous les grands philosophes, même chez ceux qui ne se croient pas matérialistes, même chez Platon, dont je parlais tout à l'heure, chez Kant, etc. On trouve du matérialisme dialectique. Mais bon, naturellement, il est sous une forme souvent dominée par l'idéalisme. Mais il est là. Et s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de philosophie. Vous voyez? Il n'y aurait pas de science, d'ailleurs. Alors, je fais un bond géant à travers les siècles, puisque je suis obligé de couper court, si vous voulez, et je vous parle d'un grand matérialiste français, que souvent on néglige totalement. Moi, dans mon livre, je me suis rendu compte de ça, Lumière commune, c'est lui que je cite le plus, pour finir, qui me semble résumer l'esprit du matérialisme dialectique en le liant aux sciences. Car ce qui manquait évidemment à Héraclite, à son époque, d'abord c'était la forme rationnelle d'expression, puisqu'il parlait poétiquement, et donc bizarrement, donc on ne comprenait pas ce qu'il disait, enfin bref, en tout cas on ne voulait pas comprendre. Hein. Et bien sûr, cela lui manquait aussi pour la simple raison qu'à son époque, les sciences sont fort peu développées. Il y a quelques éléments de géométrie, quelques éléments d'arithmétique, quelques éléments d'astronomie, largement faux d'ailleurs, puisque bon, vous savez qu'à l'époque on croit encore très massivement que la Terre est au centre de l'univers, etc., etc. Et bien sûr, il n'y a pas de science sociale, il n'y a pas de science psychologique, il n'y a pas de science de l'homme, même s'il y a déjà des grands penseurs, des grands penseurs de l'histoire, comme Thucydide, ou bon, peu importe. Enfin, en tout cas, ce matérialisme dialectique, il est en quelque sorte brut de fonderie, si vous voulez. Il n'est pas encore travaillé et élaboré. Lavoisier, j'aurais pu parler de Descartes, mais Lavoisier, si vous voulez, c'est le grand avantage pour nous de fonder la chimie. C'est le fondateur de la chimie scientifique. Et la formule de Lavoisier que tout le monde peut se souvenir, dont tout le monde doit se souvenir quand même, c'est celle qui nous dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est une formule fondamentale pour combattre le créationnisme. L'idée que les petits lapins apparaissent tout seuls, ou que, bon, il y a un grand esprit, un grand Manitou, qui, dans sa pensée, fait apparaître la lumière ou l'éteint à volonté, en quelque sorte. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça se transforme et il y a des lois de transformation. Et c'est ça que va étudier la chimie, en s'opposant à certaines conceptions antérieures, empreintes encore de magie, comme l'alchimie, vous voyez, qui a précédé. Et donc en faisant comprendre qu'effectivement, si vous voulez, ce qu'on a au départ, dans une réaction chimique, je suis désolé si vous n'aimez pas les sciences, je suis obligé d'en parler dans un cours sur le matérialisme dialectique, on le retrouve à la fin, d'où la deuxième formule de Lavoisier, que tout chimiste doit apprendre par cœur dès le début, sinon c'est pas la peine. La somme des produits est égale à la somme des réactifs. C'est-à-dire que si vous avez H2O au début, que vous bricolez un peu la molécule d'eau en la cassant par un procédé chimique, vous allez retrouver à l'arrivée deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et vous pourrez les rebricoler ensemble par la suite en faisant l'opération inverse, l'opération chimique inverse, qu'on appelle une réaction. Et du coup, c'est une immense découverte, parce que ça veut dire qu'on peut décrire la chimie avec des équations mathématiques. C'est ça que va introduire surtout Lavoisier, c'est pour ça qu'on dit que c'est le fondateur de la chimie. C'est pas parce que c'est le premier qui réussit à fabriquer ceci et cela, mais c'est parce qu'il introduit cette mathématisation de la chimie. On va pouvoir faire des équations, ce que vous avez au début, comme dans une équation, vous l'avez à la fin. Alors évidemment, Lavoisier, c'est un grand matérialiste du coup.
Parce que ça veut dire que rien n'apparaît à partir de rien. Il y a bien quelque chose avant, toujours, qui s'appelle la matière. Et la matière ne fond pas, en quelque sorte. Hein. Donc, bon, idée importante. Mais chez Lavoisier, il y a encore tout ça, la science, c'est la porte de son côté. C'est-à-dire, Lavoisier ne propose pas une philosophie. Il ne propose pas de voir les choses à partir de là. Lui, c'est dans son carré, dans son terrain propre, qui est la chimie, il n'en sort pas, en quelque sorte. Alors, c'est pour cela qu'il faut parler maintenant de Hegel. Alors, vous y faites bien attention, parce que le camarade de combat de Marx s'appelle donc Engels, et souvent, on confond les deux noms. Ils se ressemblent, évidemment, mais ça ne veut pas dire la même chose. Hegel est antérieur à Marx et à Engels. Quand Marx et Engels se mettent véritablement à écrire des bouquins, Hegel est déjà mort. Hein. Bon, Hegel est un philosophe, en gros, pour le situer, du début du XIXe siècle. Tout début du XIXe siècle. En gros, il est contemporain de la Révolution française, et c'est un admirateur de la Révolution française. C'est un immense penseur de l'histoire. Il essaie de comprendre comment, à travers l'histoire, un sens finit par se dégager. Comment, à travers l'histoire, effectivement, les choses ne se succèdent pas bêtement. Bon, il y a un empereur qui tue un roi, et puis un roi qui est débarqué par un vizir, et ainsi de suite, comme si c'était une suite de faits divers, en quelque sorte, mais il y a, dit-il, une raison dans l'histoire. Il y a un texte très important de Hegel qui s'appelle « La raison dans l'histoire ». Et il essaie donc de découvrir le fil rouge, le fil rationnel de l'histoire. C'est un auteur idéaliste, il est encore, disons, dominé par des conceptions à certains moments religieuses. On peut penser, si vous voulez, si vous avez été au catéchisme petit, à la notion de providence chez les chrétiens, c'est-à-dire, bon, l'histoire est guidée en quelque sorte, alors c'est pas par Dieu, mais c'est par la raison. Hein, mais bon, chez Hegel, c'est encore hésitant. Je vous le redis, donc aucune philosophie, aucune pensée ne naît tout armée, comme Athéna serait sortie du cerveau de Jupiter. En réalité, nous naissons bébés et malhabiles, en quelque sorte. Et donc, dans la philosophie de Hegel, il y a des aspects un peu étonnants, même quelquefois, on dirait presque, comment dire, farfelus. Hein. Mais il y a aussi quelque chose d'immense qui est la dialectique, la pensée dialectique moderne. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui a fait échouer Héraclite, ce qui l'a fait le plus échouer, c'est que dans l'Antiquité comme après, on n'a pas compris sa façon de voir et de concevoir la contradiction. Il saute aux yeux que quand on se contredit, on dit des bêtises. Et donc, une philosophie qui dit, voilà, moi, je parle de la contradiction, c'est qu'elle n'est pas logique. Si elle n'est pas logique, on n'en veut pas, on la rejette. Et bien justement, donc, Hegel va réhabiliter Héraclite et va montrer que ce qu'il dit est parfaitement logique. Et ce qu'on appelle la dialectique, c'est justement cette capacité de concevoir de manière logique la contradiction. De ne pas opposer la logique et la contradiction. D'utiliser la logique pour saisir la contradiction et du coup, pour voir les choses dans leur mouvement, nous sommes et ne sommes pas, donc nous devenons. Et donc, Hegel va écrire un livre quelque peu illisible. Il n'y a que des gens comme Marx ou Lénine qui les aient vraiment lus à fond. La science de la logique en 3 tomes. Bon, si vous lisez ça, vous allez voir, vous allez vite avoir mal à la tête. Mais donc, en réalité, Hegel, effectivement, si vous voulez, va montrer que ce n'est pas illogique que de traiter de la contradiction. Ce n'est pas parce qu'il y a des contradictions dans les choses que les choses sont illogiques. C'est parce que nous ne savons pas nous dépatouiller avec ces contradictions. C'est nous qui, comment dirais-je, passons à côté de la question, si on peut dire, en quelque sorte. Alors là, donc, je vous ai mis 2 citations. La première, c'est celle qui donne l'esprit général de la dialectique hegelienne. La contradiction est la racine de toute vie et de tout mouvement. S'il n'y avait pas de contradiction dans les choses, elles resteraient immobiles. Regardez quand vous marchez. Quand vous êtes en marche, tiens, comme dirait l'autre. Bon, sauf que lui, il est en marche vers le passé. Enfin, bon. Donc, quand vous êtes en marche, vous êtes à la fois là où vous êtes et plus tout à fait à l'endroit où vous êtes. Sinon, vous ne bougeriez pas. Si, au moment où vous marchez, vous étiez strictement à l'endroit où vous êtes, arrêt sur image, vous ne bougeriez plus. Vous voyez ? Bon, et donc, le mouvement comporte sans arrêt ce glissement d'une position à l'autre, et donc la contradiction. Et comment l'expliquer ? Comment l'expliquer logiquement ?
C'est là qu'il faut lire donc la deuxième citation. J'aurais dû donner une citation très théorique et très générale, mais j'ai préféré prendre un exemple. Parce que, bon, c'est plus simple à appréhender. Alors, Hegel parle du bien et du mal, de la vertu et du vice. Apparemment, les deux sont opposés. Et quelqu'un de vertueux n'est pas quelqu'un de vicieux, quelqu'un de bon n'est pas quelqu'un de méchant, et donc on va séparer l'âne et le bœuf, on va séparer les serviettes et les torchons, si vous voulez. La pensée ordinaire est séparatrice. Hein. Un contraire d'un côté, l'autre contraire de l'autre, et une muraille étanche entre les deux, si vous voulez. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Regardez pour la vertu et pour le vice. La vertu n'est pas sans lutte, nous dit Hegel. Je lis la citation dans son ensemble, après on l'explique. La vertu n'est pas sans lutte. Elle est la vertu, non seulement en comparaison avec le vice, mais elle est à l'intérieur d'elle-même opposition et lutte. Autrement dit, le vice n'est pas la seule absence de la vertu, l'innocence aussi est cette absence. Il est distingué de la vertu non seulement pour une réflexion extérieure, c'est-à-dire quelqu'un qui, du dehors, dit tiens, un tel est gentil et un tel est méchant, mais du dedans, vous allez voir, mais il est opposé à la vertu intérieurement. Il est le mal. Il est le mal. Vous voyez? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, imaginez que par exemple, si vous voulez, nous ayons tous des gènes nouveaux, transformés par le surhumanisme, et que désormais on soit tous gentils, comme les moutons qui ne mordent jamais personne. Serions-nous vraiment devenus gentils et vertueux? En réalité? Non. Non. Car pour être gentil et vertueux, il faut être tenté d'être méchant et vicieux. Et bien que tenté de l'être, se dire que, ben non, on ne se laissera pas aller et on ne va pas tuer, violer, voler, bref, faire tout ce que vous voulez. Quoi. Donc en réalité, il n'y a pas de vertu sans un combat intérieur. Vous voyez? Il n'y a pas de vertu sans même une tentation. Quand on n'a pas de tentation, oui, tout ça, ça renvoie à la pensée chrétienne, il y a de la dialectique. Il y a de la dialectique dans le christianisme. Le christianisme n'est pas une sottise. La religion chrétienne n'est pas absurde, si on regarde les choses de près. Pas plus qu'aucune religion, sinon il n'y aurait pas des millions et des millions de gens qui suivraient. Vous voyez? Bon, donc en réalité, si vous voulez, cette question de la tentation est très importante. Si nous n'avions pas la tentation du mal, le mot le dit, si nous ne serions pas vertueux, nous serions, regardez ce qui est entre tirés, nous serions innocents. Nous serions innocents, comme celui qui ne sait même pas qu'il y a une tentation. Voilà, il est naïf, mais il n'est pas bon. Le mouton n'est pas gentil, puisqu'il ne peut pas faire autrement que de bêler. Si vous ne voulez pas plus que le lion n'est méchant, puisqu'il ne peut pas faire autrement pour manger que de tuer. Vous voyez, et ainsi de suite. C'est une lutte. Autrement dit, la vertu et le vice sont attachés l'une à l'autre, si vous voulez, d'une manière indissoluble. La vertu est combat contre le vice. Et inversement, le vice est le mal. Le vice, c'est pas simplement de faire le mal, parce que par exemple, l'ours de La Fontaine, dans la fable en question, qui voit une mouche qui se pose sur le visage de son maître pendant qu'il dort, et qui, pour qu'elle ne le réveille pas, prend un pavé et tue la mouche. Vous voyez? Est-ce qu'il a fait le mal? Il lui a fait du mal, mais il n'a pas fait le mal. Vous comprenez? Puisqu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était innocent. En réalité, si vous voulez, le mal, c'est... vous connaissez la blague, je la raconte tout le temps, parce qu'elle est hautement dialectique, c'est la blague du masochiste et du sadique, qui se parlent l'un à l'autre. Et le masochiste dit au sadique, « Fais-moi mal !» Et le sadique lui répond, « Non !» Et le masochiste lui dit, parce qu'il est encore plus intelligent, « Encore !» Vous voyez, voilà, là nous avons l'accès à ce qu'on appelle la négation de la négation. Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter la pétomanie galopante? Quelque chose qui saute. C'est pas la Contre la vie. Contre la vie, ah, c'est bon. Bon, alors donc, effectivement, si vous voulez, il faut ici concevoir cette notion très importante. Vous allez voir là, c'est le pic, c'est le moment le plus difficile, quand vous aurez compris ça, le reste est facile, de la négation de la négation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, on pourrait croire que, il y a le oui et le non, c'est la base même de la contradiction dans toutes les langues. Quand vous savez dire oui et non, vous savez l'essentiel. Puisqu'après, vous n'avez plus qu'à faire des gestes suffisamment expressifs pour qu'en face, on vous fasse comme ça.
Bon, enfin, peu importe. Donc on pourrait penser que le oui et le non, bah, c'est séparé, ça ne va pas ensemble, pas du tout. Évidemment, si vous voulez, dans la réalité, ce qui se passe est tout autre. Si vous voulez, une chose n'est pas elle-même toute seule. Si vous voulez, par exemple, eh bien, tenez, en électricité, le négatif n'est pas le négatif tout seul. Imaginez qu'il n'y ait plus de positif. Que devient le négatif? Il n'existe plus. Quand vous voulez débrancher votre batterie, vous n'avez besoin que de débrancher un pôle. Ce n'est pas la peine de débrancher les deux. Est-ce que vous comprenez ceci? Le pôle sud n'existe pas sans le pôle nord. Et d'une manière générale, si vous voulez, les contraires ne se définissent que l'un par rapport à l'autre. Prenons l'exemple du masculin et du féminin, par exemple. Si vous imaginez qu'il n'y ait plus qu'un sexe, combien y aurait-il de sexe? Que du tout. 0. 1 égale 0. Il faut comprendre cette chose très délicate. Les Grecs l'avaient compris, le premier nombre n'est pas 1, le premier nombre est 2. Parce que c'est là que commence le pluriel. Avant, il n'y a pas de nombre. Le 1, c'est l'unité, c'est la chose que l'on compte. Mais lui-même n'est pas un nombre. Vous voyez, 1 égale 0. Et si vous voulez, par exemple, on ne sait jamais, tenez, je me suis déjà posé la question, quand on dit la société sans classe, pour parler du communisme, il faut mettre un S ou il ne faut pas mettre de S à classe? Pas de S. Eh bien, pas de S, voilà. Et puis, mais à la limite, si vous voulez, on ne sait pas trop, parce que s'il n'y a plus qu'une classe, il n'y a plus de classe du tout. Vous voyez? Bon, donc, c'est en quelque sorte cela qu'il faut bien saisir. Une chose n'est elle-même que par différence avec son contraire. Et comme elle est elle-même par différence avec son contraire, du même coup, elle est en dialectique avec son contraire, elle est en interaction avec lui. L'exemple célébrissime qu'a donné la dialectique chinoise à peu près à la même époque, parce que la philosophie chinoise s'est développée pendant la même période, surtout au début du premier millénaire, c'est la dialectique de l'épée et du bouclier. L'épée, c'est l'attaque. Ah, voilà le PRCF qui se casse la figure. C'est l'attaque. L'épée, c'est l'attaque. Et le bouclier, c'est la défense. Bon, eh bien, c'est comme au football, c'est comme partout, si vous voulez. En réalité, l'épée ne cesse de progresser pour percer les défenses. Vous voyez, au début, il y a un bonhomme qui prend un bâton et qui tue la personne qui est en face et qui n'a pas eu cette bonne idée. Ça prend un, elle aussi. Bon, donc le type d'en face va prendre une carapace de tortue, par exemple, pour se protéger la tête quand on l'attaquera à coup de bâton. Bon, alors voilà, il va falloir donc inventer des armes qui cassent la carapace de tortue. Et ainsi de suite. L'épée va fortifier le bouclier, qui va fortifier l'épée, les choses marchant ainsi à l'infini. À l'infini. Vous voyez, dès que vous avez les contraires qui marchent ensemble et la dialectique, vous avez l'infini, parce que ça ne s'arrête jamais. Cela dit, ce n'est pas illogique. Ce n'est pas illogique puisque les choses, si vous voulez, reviennent toujours à ce qu'elles sont, mais plus riches de ce qu'elles n'étaient pas au départ. L'épée qui n'était au départ qu'en bois, en intégrant la lutte contre la défense, contre le bouclier, va devenir épée en fer. Puis va devenir arme à feu qui permet de tirer de loin sans se mettre en danger. Et donc en face, on inventera le blindage, et etc., etc. Vous voyez ceci? Mais il n'empêche que la défense reste la défense. L'attaque reste l'attaque. Le masculin reste le masculin, le féminin reste le féminin. Je n'ai pas dit l'homme et la femme, j'ai dit le masculin et le féminin. Vous voyez un petit peu tout cela? Donc en gros, c'est cette idée de la négation, c'est que les choses vont se développer par spirale. Imaginez une spirale. Vous voyez, bon, par exemple, cette cassette est approximativement ronde, comme ma tête, si j'enlève les bosses. Bon, et bien effectivement, quand vous tournez en rond, vous revenez toujours au point de départ. Mais dans une dialectique, vous revenez au point de départ en vous étant enrichi du tour que vous venez de faire. Et donc, au tour suivant, vous ne faites plus le même tour qu'au début. C'est quand même comme si vous reviviez un même événement que vous avez déjà vécu. Comme vous l'avez déjà vécu, vous ne le vivrez pas de la même façon. Vous voyez ceci? Et donc, vous intégrerez sans arrêt la différence. Votre identité ne se fait pas, et ça c'est important aussi par rapport au racisme, par rapport à toutes ces choses-là, votre identité ne se fait pas par rejet de la différence. Votre identité est une différence. Nous ne sommes que en différent de ce que nous ne sommes pas, et en relation avec ce que nous ne sommes pas. Hegel va montrer des choses extraordinaires à partir de là, si vous voulez.
Et notamment, il va montrer que le moi, le jeu, n'existe jamais tout seul. Que le jeu se crée dans un jeu JEU, comme voilà, dans un jeu avec autrui, avec l'autre. Que la psychologie moderne va le montrer à partir des enfants, par exemple. C'est une dialectique avec l'entourage, en quelque sorte. Et s'il n'y a pas de cette dialectique avec l'entourage, le jeu ne va pas se former, tout au contraire, il va s'écrouler sur lui-même. Et vous aurez des formes d'autisme, de choses comme ça. Vous voyez? Bon, donc, si vous voulez, pensez à la formule de Rimbaud, le grand poète français, communard d'ailleurs, de la fin du XIXe siècle, « Je est un autre ». Je est un autre. Vous voyez, je ne suis d'ailleurs, imaginez quand je dis je vous parle et là vous m'écoutez gentiment et patiemment, il ne faut pas que ça dure trop, mais tour à tour quand vous prendrez la parole, c'est moi qui deviendrai toi. Et c'est vous qui direz je en parlant. Vous voyez, on échange sans arrêt. Dans l'échange, on n'échange pas que des mots, on échange des places. On échange, c'est le jeu, non pas de l'amour et du hasard, mais du toi et du moi, quelque part. Donc là, il y aura beaucoup d'analyses psychologiques intéressantes de la part de Hegel. J'en viens donc à Marx et Engels, parce que du coup, je pourrais vous faire croire que, au fond, ils n'ont rien apporté de bien important. C'est pas vrai, c'est très important, au contraire. Pourquoi est-ce que Marx et Engels sont capitaux dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire des sciences? Et même dans l'histoire, non pas seulement des sciences sociales, mais des sciences mathématiques, physiques, biologiques, et ainsi de suite. Eh bien, parce que, si vous voulez, ce sont ceux qui introduisent véritablement la science de l'histoire. Jusqu'alors, si vous voulez, le tableau matérialiste de la réalité était très incomplet. On avait les mathématiques pour décrire les nombres, en gros, et les figures. On avait l'astronomie, voilà, vous voyez ce que ça veut dire, la physique, etc. Lavoisier avec la chimie. Mais bon, les sciences sociales, si vous voulez, elles ne sont véritablement nées que vers la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, c'est-à-dire à cette époque-là. Et ce que vont introduire Marx et Engels dans les sciences de leur époque, d'abord c'est le matérialisme. Ils regardent la réalité sociale, économique, elle-même à partir justement de cette idée de matière. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de penser ceci ou de penser cela que la société va aller dans telle ou telle direction. Il faut regarder comment elle est matériellement organisée. Si vous voulez étudier la société égyptienne, par exemple à l'époque des pharaons, eh bien vous ne pouvez pas faire l'économie de voir qu'elle repose entièrement sur l'utilisation des crues du Nil, qu'elle repose entièrement sur des inventions comme la noria, qui permet, en faisant tourner une roue, d'alimenter les endroits qui sont trop secs en prélevant l'eau sur les endroits qui sont inondés, et ainsi de suite. Vous voyez, il faut partir des forces productives. Il faut se demander comment les hommes produisent leur vie matérielle. Leur vie culturelle ne peut pas être totalement séparée de cela. Et alors là, je vous donne une formule qui me semble capitale. Si vous n'en retenez qu'une, je crois que c'est celle-là. C'est dans le livre fondateur du matérialisme historique, du marxisme en réalité, qui s'appelle L'idéologie allemande. Et donc ce livre écrit par Marx et Engels, qui est co-signé, dit ceci. On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce qu'on voudra. Bon, Marx dit effectivement, on peut mettre que les animaux n'ont pas de religion, des choses comme ça, on peut les distinguer comme ça. Mais en gros, c'est superficiel. Vous voyez? Si on veut aller au fond, alors continue, eux-mêmes, donc les hommes, commencent à se distinguer des animaux quand ils commencent à produire leurs moyens d'existence, pas en avant, progrès si vous voulez, pas en avant, qui résulte de leur complexion corporelle. Qu'est-ce qui se passe chez les animaux? Les animaux, pour la plupart, enfin bon, donc même s'ils ont de grandes capacités cognitives qu'on a longtemps sous-estimées, si vous voulez, eh bien, tout simplement, se débrouillent avec les armes qui sont sur leur propre corps et transmettent avant tout leur gène. Leur hérédité est avant tout biologique. Les chats ne font pas des chiens, comme on dit. Vous voyez? Et ils n'accumulent pas à l'extérieur d'eux toute une série de choses comme nous, regardez autour de nous. Hein, des tables, des chaises, des affiches, des murs, des portes, etc., des habits. Hein. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la capacité de s'en servir. Parce que si vous avez des habits mais que vous ne savez pas les mettre, si vous ne savez pas attacher vos lacets, vous ne pouvez pas vous en servir. Donc vous voyez, chez l'homme, il va y avoir cette capacité de produire d'abord des outils matériels pour arriver tout simplement à survivre, des armes, ou bon, tout simplement des grattoirs, ou peu importe.
Vous voyez que bien souvent, les préhistoriens reconnaissent qu'ils ont affaire à une lignée déjà humaine au fait qu'à côté des ossements, ils trouvent des outils. Ce n'est pas que les animaux les plus évolués comme les singes, par exemple, ou même les corbeaux, ne soient pas occasionnellement capables d'en utiliser, mais nous les produisons. Vous voyez? Et nous représentons ce que nous allons faire avant de le faire. Et ensuite, surtout, acte majeur, nous le transmettons. Ça s'appelle l'héritage. Il n'y a pas chez l'homme que l'hérédité. Il y a chez l'homme l'héritage. L'hérédité, c'est dans votre corps, c'est l'ADN. L'héritage, c'est pas... Et attention, l'héritage, c'est pas seulement quand quelqu'un meurt. En ce moment, nous faisons de l'héritage. J'essaie de vous transmettre ce qui a été écrit par des auteurs il y a 150 ans et quand aujourd'hui, phrase terrible qu'on entend dans les classes maintenant de plus en plus, on entend des élèves dire « même si on n'en a rien à foutre, tous ces gens-là, ils sont déjà morts ». Et bien donc, en réalité, ça revient à dire, finalement, retournons à la barbarie complète. Retenons cette belle phrase d'Auguste Comte, philosophe français du début du XIXe, qui disait « l'humanité est composée de plus de morts que de vivants ». Si vous regardez bien, derrière nous, en ce moment, eh bien, ceux qui ont inventé le stylo bic, ceux qui ont inventé la bouteille en plastique pour mettre de l'eau, etc., sont vivants. Ils sont vivants à travers les objets que nous manipulons, sans bien sûr avoir conscience de tout ce travail qui a été fait avant nous, de tout ce travail dont nous héritons. Et c'est ça le matérialisme historique, partir du travail. Partir du travail. Bon, évidemment, si les hommes se mettent à produire tout cela, c'est pas parce qu'ils sont particulièrement doués ou parce qu'ils sont mandatés par Dieu, je ne sais quoi. C'est tout bonnement parce que leur corps, dans des conditions environnementales données, les y oblige, les y amène. Aujourd'hui, on le sait. À l'époque de Marc, on ne le savait pas trop. C'est une anticipation de sa part. Mais aujourd'hui, on le sait. On sait que c'est le redressement vertébral. Hein, c'est-à-dire, bon, en gros, ce qui va distinguer foncièrement les singes, par exemple, de la lignée humaine, c'est la capacité de se mettre debout. Hein, les hommes, pour des raisons diverses, peu importe, se sont mis debout. Et donc, leurs mains ont été libérées de la locomotion. Elles n'ont plus été utilisées pour marcher, pour grimper, etc., etc. Et par contre, bien, les pieds se sont spécialisés dans la locomotion. Vous voyez? Et du même coup, le redressement vertébral a produit aussi un rejet de la tête vers l'arrière qui a permis le développement crânien. Tout ça, ça marche ensemble. Le développement du cerveau, le développement de la main, tout ça, ça a marché en même temps. La libération aussi de la face, qui, puisque nous avions des mains et que nous pouvions utiliser des outils, n'a plus été utilisée pour mordre, n'a plus été utilisée pour attaquer avec les grosses canines des singes, par exemple. Vous voyez ceci? Et du coup, le visage humain apparaît, et aussi quelque chose dont je me sers en permanence en ce moment, qui est le larynx, le pharynx, etc., la capacité de produire des sons articulés. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le dispositif corporel de l'Homo sapiens. Hein, le redressement vertébral, la bipédie, marcher sur deux pieds, la libération des mains de toute tâche locomotrice, le développement du cerveau et le développement de la voix. Vous voyez, tout ça, ça marche ensemble et ça va rendre l'homme capable de produire des outils, de les transmettre, de parler. Immense moyen, le langage, de transmettre évidemment aux autres des choses qu'ils n'ont pas vues. Quand vous parlez, vous pouvez évoquer par les mots des choses que personne ne voit, qui ne sont pas là. Comme je parle de singes, ici je regarde, peut-être qu'il y en a qui se sont cachés dans la foule, mais bon, à première vue, ce n'est pas le cas. Vous voyez ceci? Bon, alors, on a ici de la dialectique, puisque vous voyez la nature, parvenue à un certain point d'évolution, la nature, c'est-à-dire l'évolution des espèces antérieures à l'homme, comme le singe, nous descendons du singe, évidemment, eh bien, cette nature subit une sorte de mutation brusque. Le progrès, entre guillemets, humain, progrès, entre guillemets, hein, après, il faut voir ce que l'homme va en faire, hein, mais le progrès humain ne va plus passer principalement par le développement des gènes, et nous avons approximativement le même corps que l'Homo sapiens il y a 200 à 250 000 ans. Vous voyez? Si un Homo sapiens il y a 250 000 ans était ravivé maintenant et qu'on l'habille avec des habits modernes, vous ne le remarqueriez pas. Vous comprenez aussi pourquoi? Mais parce que l'évolution, on en a moins besoin qu'avant. On n'a pas besoin de changer notre corps. On fabrique un jour des voitures qui marchent à 50 à l'heure, et le lendemain à 80, et le lendemain à 120, et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc l'héritage se fait au dehors de notre corps.
évidemment, ça a d'énormes conséquences politiques, parce que ça veut dire du même coup que si on veut récupérer la maîtrise sur notre développement humain, il faut récupérer la maîtrise sur les outils, sur les moyens de production, sur les usines, sur les banques, sur les magasins, sur les routes, sur les aéroports, etc., etc. Parce que notre humanité se joue là-dedans. Un outil, et boum, un outil n'est pas simplement une chose. Un outil, c'est un concentré de travail passé. Et c'est une occasion de développement cérébral. Puisque pour apprendre à manier n'importe quel outil, même le plus simple, il faut faire travailler ses méninges et que ce n'est pas inné. Autrement dit, il faut une éducation. Vous voyez ceci, hein, très important chez l'être humain. Alors à partir de là, on a la science de l'histoire qui s'est développée, et du même coup, si vous voulez, le tableau scientifique et matérialiste du monde se complète. La dernière pièce du puzzle arrive. Et donc le matérialisme dialectique qui au départ était intuitif, non démontré, hein, chez Héraclite, va pouvoir l'être véritablement, puisqu'il y aura derrière lui tout le développement scientifique, depuis des centaines et des centaines d'années. Derrière Marx, il y a Lavoisier, il y a Darwin, il y a Galilée, etc., etc. Il faut avoir ça un petit peu en tête. Alors, je ne vais pas développer très longuement, et même je sacrifie les 2 derniers points parce que j'ai été déjà trop long. C'est juste maintenant pour vous donner quelques tuyaux, en quelque sorte, pour manier la dialectique, puisqu'on vient de dire que que le plus important ce sont les outils, et que les outils ne sont rien s'il n'y a pas le maniement. Alors, si vous voulez, je donnerai ici 2 ou 3 exemples tirés d'un certain nombre d'aspects. Alors d'abord, dans le domaine de la physique. Dans le domaine de la physique, c'est important de s'armer. Bien sûr que peut-être ici, il n'y a pas une majorité de gens qui tous les matins ont affaire avec le vide quantique et ces choses-là, mais c'est important parce que c'est le cœur de la lutte idéologique. Hein. Souvent, on vous dit aujourd'hui, le matérialisme est en mauvaise posture en physique, d'abord parce qu'il y a le Big Bang, donc voilà, alors l'univers est né de rien, hein, il n'y avait rien, et puis d'un coup, boum, tout éclate, et l'univers se met à s'épandre de tous les côtés. Vous voyez bien que c'est une conception créationniste. Ou bien on vous dit, la matière disparaît, ce qu'il y a au fond des choses, c'est l'énergie, ce qu'il y a au fond des choses, c'est le vide quantique. Bon, ça a du succès, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, s'il n'y a plus de matière, il n'y a plus de matérialisme. Et le petit Jésus tout nu réapparaît pour, vous expliquer le monde tel qu'il est. Bon, soyons dialecticiens. Si on n'était pas dialecticien, on n'arriverait pas à se dépatouiller de ça. En réalité, de plus en plus, lisez par exemple le dernier numéro de la revue Pour la science, qui est consacré au Big Bang, et vous allez voir qu'on vous montre de plus en plus qu'en réalité le Big Bang est une étape. Il a eu lieu. C'est incontestable que l'univers actuel est en expansion, c'est incontestable qu'il y a eu, en gros, pour le dire vite, une énorme explosion, c'est ce que ça veut dire en anglais. Donc il y a 13 milliards, 7 d'années, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. Et de plus en plus, on s'oriente vers l'idée de ce qu'on appelle le grand rebond. C'est-à-dire que le feu s'est éteint avec mesure avant de s'allumer avec mesure, comme dirait Héraclite. Et qu'il y a une phase antérieure de l'univers. Vous voyez, une phase plutôt non pas de Big Bang, mais de grand effondrement. De Big Crunch, comme disent malheureusement toujours dans cette langue que je n'apprécie qu'à moitié, donc qui est la langue scientifique dominante de l'heure actuelle. Hein, le Big Crunch a précédé le Big Bang, et peut-être le Big Bang sera à nouveau suivi d'un Big Crunch. Tout ça, d'ailleurs, est facile à comprendre, c'est une question de gravitation. Si vous avez beaucoup de matière dans l'univers, la gravitation sera forte. Là, vous savez que la matière attire la matière. Donc si l'univers est très dense, au bout d'une phase de dilatation, il y aura une phase de contraction. Vous voyez? Et si la matière est trop compressée à un certain stade, pour le dire vite, eh bien, elle ne va pas tenir en place et elle va éclater à nouveau. Et ainsi de suite. Bon. Pour ce qui est du vide quantique, de l'énergie et compagnie, Lénine, dans un grand livre écrit en 1908, il l'a vu plus juste que tout le monde, le premier sur la révolution physique, expliquait que non, la matière ne disparaît pas. C'est une conception de la matière qui disparaît. Mais en réalité, la physique moderne nous permet de voir les formes de la matière d'une manière beaucoup plus riche. Avant, en gros, le XXe siècle, au début du XXe siècle, on ne voyait que les formes purement mécaniques de la matière. On avait l'impression qu'il y avait la matière d'un côté, l'énergie de l'autre. E égale mc2. Ça veut dire quoi?
principale équation de la physique moderne, E égale mc2 de Einstein. Mais c'est une formidable découverte dialectique et matérialiste. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse. Donc ce qu'auparavant on appelait la matière. Or, quand on dit E égale mc2, qu'est-ce qu'on explique? Eh bien que l'énergie peut devenir de la matière, et que la matière peut devenir de l'énergie. C'est le principe de l'énergie atomique et de la bombe atomique, entre autres. Hein? Donc, il y a ici sans arrêt, non pas création, mais, pensez à Lavoisier, transformation. Voilà, exactement. On passe d'un état à un autre. Si vous voulez, pour vous représenter les choses d'une façon très simple, il suffit de penser aux états de la matière. C'est la mémo, comme aurait dit Thalès, qui se présente tantôt sous forme solide, au-dessous d'une certaine température, puis sous forme liquide, puis sous forme gazeuse, la vapeur d'eau, et ainsi de suite. Mais c'est la même matière, sous des formes différentes. Avec des seuils, et ça aussi il faut l'avoir en tête, les choses n'évoluent pas d'une façon continue, elles évoluent quantitativement. Par exemple, si vous voulez, si vous montez jusqu'à 99 degrés, l'eau frémit mais elle ne bout pas. Vous passez à 100, elle bout. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on est passé à la température de vaporisation, c'est-à-dire que l'eau ne peut plus exister sous forme liquide, elle passe sous forme gazeuse, et du coup, comme le bas de la casserole est plus chaud que le haut, eh bien, les bulles remontent. Les bulles, c'est-à-dire la vapeur, monte à la surface. Ça s'appelle l'ébullition. Vous voyez, tout ça ce sont des choses importantes, y compris en politique, puisqu'on voit bien que les évolutions peuvent être suivies de, comment ça s'appelle quand on change brusquement d'un mode de production à un autre, d'une révolution. Voilà. Hein? Donc, chose importante. Un exemple politique, simplement. Voilà. Un exemple politique. Si vous voulez, on a beaucoup opposé, et pour le PRCF, c'est sans arrêt quelque chose qu'il faut expliquer, le patriotisme et l'internationalisme. Sans arrêt, nos amis gauchistes ou trotskistes nous disent « Vous n'êtes pas internationaliste puisque vous êtes patriote ». Voilà, c'est comme si vous disiez, ben voilà, dans ce pays, il y a des femmes, il ne peut pas y avoir des hommes. Bon, donc en réalité, voyons les choses de plus près. Si nous sommes matérialistes, nous ne partons pas de grandes idées comme ça pendues en l'air. Le patriotisme, l'internationalisme. Hein. Nous regardons les choses concrètement et matériellement. Et nous partons des classes sociales, réalité matérielle. Des classes sociales, les uns possèdent des moyens de production, les autres ne les possèdent pas. Les prolétaires, les capitalistes, etc. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas le patriotisme, mais des patriotismes. Qu'il n'y a pas l'internationalisme, mais des internationalismes. Et que, bon, voilà, là on veut faire de la dialectique, le patriotisme populaire, républicain, celui dont nous, au PRCF, nous réclamons, celui des francs-tireurs et partisans, y compris de la main-d'œuvre immigrée, hein, bon, ou des sans-culottes affrontant l'Europe réactionnaire et monarchique au XVIIIe siècle, ce patriotisme-là, nous nous en réclamons. Et du même coup, ce patriotisme, lui, ne s'oppose pas à l'internationalisme prolétarien. C'est l'adjectif qui compte, parce que c'est lui qui porte la détermination de classe, c'est lui qui porte l'aspect matériel. Quand nous étions dans les luttes antifascistes, par exemple, contre Hitler, etc., eh bien, les peuples yougoslaves, français, italiens, que sais-je encore, luttaient côte à côte en réalité. Et toutes les victoires des camarades russes sur le front de Stalingrad étaient nos victoires. Vous voyez donc, et en même temps, c'était bien sûr nous qui représentions le patriotisme contre Pétain qui collaborait avec les Allemands. Et maintenant, vous prenez l'autre côté, et vous voyez bien qu'il y a un nationalisme réactionnaire, ancré sur la classe dominante, sur les exploiteurs, et qui lui est en réalité tourné contre les ouvriers de France, mais aussi des autres pays. Et qu'il va très bien de pair, regardez l'Europe actuelle, avec un mondialisme néolibéral. Ça marche ensemble. C'est comme ça que l'Europe, on se dit comment c'est possible. Il y a l'Union européenne et en même temps il y a plein de pays qui ont des gouvernements nationalistes. Mais ça marche très bien ensemble, c'est la même classe. C'est la même classe, et donc le nationalisme d'Orban en Hongrie, de Kaczynski en Pologne et de je ne sais trop qui ailleurs, en Autriche, l'Italie, va très bien avec la construction européenne, puisque c'est tourné contre les peuples. Il faut voir ici pour quelle classe, contre quelle classe. C'est ça la question décisive. C'est ça qui permet d'être matérialiste, se référer à la classe sociale, et dialecticien, puisqu'on n'oppose pas le matérialisme le patriotisme à l'internationalisme, mais on associe le patriotisme républicain, populaire, etc., à l'internationalisme prolétarien, et on les oppose tous les deux ensemble
au nationalisme réactionnaire, raciste, communautariste, fanatique, tout ce que vous voudrez, type Le Pen, quoi, type... enfin bref, les exemples ici, malheureusement, ne manquent pas, associés au mondialisme, à l'euromondialisme réactionnaire. Ça marche ensemble. Et d'ailleurs, vous avez bien vu tout récemment Marine Le Pen qui, à la veille du débat avec Macron, a laissé tomber l'idée de sortir de l'Europe. Parce qu'il y a une classe sociale derrière qui lui a dit « tu commences à faire chier, avec ton Frexit, t'as sorti de l'euro et nous on veut l'euro. On ne veut pas sortir de l'euro. Le grand capital a parlé et le Front National a baissé la culotte. » Voilà. Donc on est devant quelque chose qui est ici tout à fait classique. Oui, alors là, décidément, je ne sais pas si vous allez adhérer au PRCF, mais les affiches, elles ont du mal à adhérer à quoi que ce soit. Donc, peu importe. Peut-être, si vous me permettez juste un mot encore, si le président ne me saute pas dessus, c'est la question notamment du féminisme. Moi, il me semble que c'est une question très importante pour voir ce que ça pourrait être qu'une approche. C'était hier le 8 mars. Avant-hier. Donc, vous savez que le 8 mars a été mis en place par Clara Zetkin, qui était une des fondatrices de l'Internationale communiste, ça on ne le dit jamais, et la représentante de l'Internationale communiste au congrès de Tours. Donc, elle est une des fondatrices du PC français, bien qu'allemande, vous voyez, internationalisme prolétarien. Bon, donc, Clara Zetkin, effectivement, elle avait dans la tête les conceptions de Engels, en particulier, qui a écrit un immense livre, pas du tout étudié en fac, c'est une honte, qui s'appelle L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Et ce livre devrait être la Bible des féministes, des véritables féministes en réalité. Qu'est-ce qu'il montre en effet? Il montre que, si vous voulez, ce qu'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé, qu'il y a d'abord eu dans l'histoire de l'humanité ce qu'on appelle la commune primitive, ou le communisme primitif. Lorsque les sociétés humaines sont essentiellement nomades, parce qu'elles ne possèdent pas la terre, etc., qu'elles se déplacent, parce qu'elles chassent, elles cueillent, elles pêchent. Donc il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'élevage, on n'est donc pas fixé, et il faut suivre le gibier. D'accord? Donc dans ces communes primitives, qui existent encore aujourd'hui, il y a des peuples qui, dans l'Amazonie, au Groenland, etc., vivent encore de cette façon-là, eh bien, il n'y a pas le même rapport à l'héritage privé. L'héritage existe chez tous les hommes, et existera encore sous le communisme, mais il n'est pas privé. Lorsque les chasseurs, lorsque les Esquimaux tuent un morse, il n'est pas question que le chasseur garde le morse pour lui tout seul. Tout simplement par intérêt bien compris, parce que s'il le mange tout seul, les autres crèvent de faim, ensuite il est tout seul sur la banquise. Il ne va pas être malin. Et de la même façon, si vous voulez, le rôle des femmes dans des sociétés comme celle-là n'est pas si dévalorisé qu'il a pu l'être par la suite. Pourquoi? Mais parce que les femmes possèdent à ce moment-là la principale richesse du groupe. Vous voyez, approche matérialiste. Partons des aspects économiques. Quelle est la principale richesse d'un groupe? Ce sont ses enfants. Absolument. Et à partir de là, effectivement, le groupe se développe s'il y a beaucoup d'enfants. Et donc, si vous voulez, bien souvent, on regarde, et Engels est le premier à le remarquer, que les religions de l'Antiquité, vous voyez comment les idées naissent des réalités matérielles, les religions les plus anciennes mettent généralement non pas un dieu au-dessus de tout, mais une déesse. Si vous allez à Locmaria-Quer en Bretagne, vous verrez, il y a un immense menhir qui est abattu par terre, il y a un dolmen énorme, plus grand que cette salle. Et dans ce dolmen, qui comporte une sorte de couloir, eh bien vous allez jusqu'au bout et vous voyez une statue qui est éclairée le jour du solstice, le soleil la frappe. Donc c'était un culte très ancien, si vous voulez, et cette pierre représente en fait une femme parturiente, c'est-à-dire avec en grossesse, un état de grossesse. Et donc évidemment, la déesse mère, la déesse de la fertilité, etc., etc. Bien souvent d'ailleurs dans ces sociétés, ce sont les hommes qui vont chez les femmes et non pas les femmes qui vont chez les hommes. On échange des hommes et non pas des femmes. Et le nom de famille est celui de la mère. Et le père est le frère aîné de la mère. Le père, comment dire, celui qui a la responsabilité de l'enfant, c'est le frère aîné de la mère. C'est ce qu'on appelle la vincula. Et donc en fait, le père est juste le géniteur, le père physique, si vous voulez, est juste le géniteur. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Lorsque les sociétés vont se développer, vont devenir en particulier agricoles. Donc lorsqu'elles vont se sédentariser, lorsqu'elles vont avoir des troupeaux, lorsqu'on ne va plus chasser, mais qu'on va garder les petits des animaux qu'on a tués, qu'on va les élever pour les avoir sous la main, et les tuer le jour venu sans avoir besoin de courir derrière. Bon. Ou lorsqu'on va planter des plantes, etc., de tous les côtés, qu'on va récolter chaque année. Là, du coup,
la relation de l'homme au sens de l'espèce humaine, ou au sens de la tribu, aux moyens de production va changer. L'important dans la société, ça sera celui qui finalement va dehors, s'occupe des animaux, laboure la terre et ainsi de suite. Et donc en fait, quand va apparaître la propriété privée du sol, quand la propriété privée du sol va apparaître, vont apparaître les classes sociales, puisqu'il y aura ceux qui auront quelque chose et ceux qui n'auront rien, donc devront travailler pour les autres, classe dominante, classe dominée, mais du même coup aussi, dans la classe dominante elle-même, le sexe féminin va subir une contre-révolution. C'est ce que Engels appelle la défaite historique de la femme. La défaite historique de la femme, c'est que pour transmettre la propriété privée à l'intérieur de la classe dominante, que ça ne risque pas de passer aux mains des manants et des rustres, si vous voulez, il faut évidemment que le père soit sûr que ses enfants sont les siens. Et à partir de là, eh bien, il va y avoir l'invention de la monogamie. Engels ajoute de la monogamie pour les femmes. Parce que les hommes vont continuer à courir comme ils voulaient auparavant, à faire des gosses, c'est pas grave au fond. S'ils font des gosses avec des bergères, il n'y a pas d'héritage. Mais pour leurs gosses à eux, il faut qu'ils soient sûrs que ce n'est pas des gosses de quelqu'un d'autre. Et surtout pas du berger. Vous comprenez ceci? Et donc c'est comme ça qu'Engels va mettre en avant cette idée que l'émancipation des femmes, l'émancipation plénière des femmes, pour retourner à un communisme non plus primitif, mais pour évoluer, etc., passe par l'abolition de la propriété privée des moyens de production. S'il n'y a plus de classe sociale, les raisons profondes qui ont conduit à l'enfermement des femmes, au fait qu'elles devaient être vierges au mariage, c'était beaucoup moins important pour l'homme, et qu'elles devaient nécessairement, effectivement, ensuite être chastes, et donc garder à la maison, et ainsi de suite, ne pas sortir seules dans la rue et tout, ces raisons-là, ces raisons profondes-là vont disparaître. Donc il y a solidarité du combat communiste pour la fin des classes sociales, et du combat féministe pour la fin de l'oppression des hommes sur les femmes. Vous voyez? Donc, en fait, voilà, ce qu'est une approche matérialiste, et vous voyez qu'elle est un peu plus intelligente et un peu plus riche que de dire simplement que, bon, il y a des mentalités qu'il faut bousculer, etc. Si ces mentalités se sont installées, il y a des raisons. Et il faut attaquer les raisons qui les ont installées. Si on veut réellement que ça change pour du bon, Lénine disait par exemple que dans une société communiste, la première des choses qu'il faudrait développer massivement, c'était les services publics à destination des femmes, bon, les crèches, la restauration, les cantines, des choses comme ça, même le lavage du linge comme à Cuba, en ce moment même, hein, dans les usines cubaines, les femmes arrivent le matin avec le linge et le soir, le linge est lavé et repassé, aux frais de l'entreprise. Bon, autrement dit, liquider au maximum les tâches domestiques, en faire quelque chose qui relève des services publics, c'est-à-dire d'une organisation supérieure de la société. Et à partir de là, effectivement, donc, ne pas entrer dans une guerre de sexe, mais plutôt dans un travail général pour l'émancipation de la société dans ce sens. Bon, je ne vais pas aller plus loin, j'ai abusé de votre temps et j'ai fait ce que j'ai pu. Vous comprendrez aussi qu'il y a énormément de...